c'est sorti du néant, et puis c'est venu dans sa tête, pop, et puis il le dit. Est-ce qu'il a un caractère, je suis méchant de nature, je nais méchant, et puis je décide de faire tout ce qui n'est pas bien. Ou bien je suis gentil, je nais gentil, et puis je fais tout ce qui est gentil. Ça, c'est ce que les gens croient spontanément, empiriquement. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne le cerveau humain. Ce n'est pas ce qui guide les comportements humains. Il y a une première chose qu'il faut comprendre. C'est que les civilisations, les cultures que développent ces civilisations, elles ont des milliers et des milliers d'années. Et elles formatent les méthodes de pensée, les méthodes d'agir, les façons de se tenir, le comportement que j'aurai envers une femme, le comportement que j'aurai envers un adulte et tout ça. C'est sur des milliers d'années qu'il y a la répétition, des punitions si on ne respecte pas, des incitations si on respecte, etc. Donc, ce bain de civilisation et de culture, il concerne tout le monde. Personne n'a qu'à échapper en ça. Ou peut révolutionnaire, ou peut Jéhovah, ou peut communiste, ou peut athée, ou peut nègre, ou peut blanc, etc. L'être humain, c'est comme ça qu'il fonctionne. On n'efface pas magiquement le poids de son éducation, le poids de ses lectures, le poids des prières qu'on a faites, même si on a changé de religion. Ça ne sort pas magiquement. Je répète des milliers d'années où on répète. Si on vous dit tous les jours pendant un mois une même phrase, vous ne l'oublierez jamais. Alors pensez des millénaires. Et pour illustrer les comportements que cela peut induire, je prends une polémique, une contradiction qui est très vivante aujourd'hui. Le cas des droits des personnes LGBT, question d'homosexualité, etc. Il y a des milliers d'années où les religions anciennes, que c'est un péché. Il y a des milliers d'années où les gouvernements occidentaux compris criminalisent, pendent, brûlent. Hitler, c'était avec les juifs félinés, c'était l'une des cibles. Donc cette diabolisation est intégrée dans le subconscient, qu'on le veuille ou non. Maintenant, les gens qui attaquent ces idées-là, à juste raison, avec des arrière-pensées, etc., quand elles viennent le dire, ils vont juger que tous les autres, c'est des criminels, des scélérats, des anti-libertaires, etc., et ils ne vont pas prendre conscience que c'est un fruit de milliers d'années qui est intégré, qu'on ne peut pas faire disparaître par cela. Il y a une seule façon de faire disparaître, c'est l'éducation, la bienveillance, la tolérance, le respect mutuel qu'il faut développer chez les uns comme chez les autres. Je prends cet exemple-là pour dire que ce que nous voyons les Afghans faire, que nous critiquons, qui doit être combattu, nous devons comprendre mes petits fait. Ce que nous voyons les Européens faire comme crime, comme scélératesse, comme méchanceté, les tas coloniales, les guerres, etc. Nous devons comprendre qu'il y a des siècles qu'on a formaté l'élite culturelle, tout ça pour dire nous sommes supérieurs, les nègres c'est des cannibales, etc. Donc, comprenons que si nous n'admettons pas qu'il y a un soubassement puissant, ancré, qui dépasse la gentillesse, la méchanceté, la bonne volonté, la volonté de changer des uns des autres, nous n'allons pas pouvoir changer les choses. Ça, c'est la première base qu'il nous faut comprendre. Civilisation et culture formatent les masses de gens. Maintenant, comme les civilisations évoluent, comme les cultures évoluent, il y a des idées nouvelles qui apparaissent et qui remettent en cause ce substrat-là, ces idées-là qui sont ancrées dans le cerveau. Donc, ces idées nouvelles, parce que ces gens-là ont lu, ont réfléchi, ont débattu, ont voyagé, sont minoritaires. Elles viennent bousculer.
Alors, elles peuvent s'imposer par la force, comme la bourgeoisie a imposé par la force, par la révolution, par les têtes coupées de rois. Ils ont imposé de nouvelles idées qui ont balayé, pour l'essentiel, pas totalement, les idées des aristocraties, de la noblesse, du sang noble. J'ai bien dit pas totalement, parce qu'aujourd'hui, la plupart des pays d'Europe du Nord, là, c'est des monarchies, et on prend l'argent des impôts des Anglais pour payer les frasques de Charles III. Bon, bref. Donc, la bourgeoisie a coupé des têtes et elle a imposé ses idées sur le capitalisme, sur le fait que les richesses qui sont là, ça n'appartient pas au Seigneur, ça appartient à celui qui a de l'argent. Et puis, ils sont arrivés à imposer ça au niveau international. De sorte que, quand des gens, aujourd'hui, ont des idées bourgeoises, capitalistes, de défendre que leur intérêt individualiste, c'est moi qui compte, etc., ils sont dans la situation des serfs qui croyaient que le roi avait raison de violer leurs femmes. Ça veut dire que, sur des siècles, vous avez une idéologie qui s'impose. Globalement, celle qui est dominante, évidemment, va concerner tout le monde. Mais en plus, le système des idées qui devient dominant est propre à la classe. Et les gens qui vivent dans cette classe-là, qui est dominante, ont une idéologie suprémaciste particulière. Ils ont raison. Ceux qui se plaisent à dénigrer Karl Marx devraient étudier ces explications scientifiques qui montrent comment les idées naissent de son statut social et de son environnement. C'est une réalité incontestable. D'ailleurs, qui font toutes les sciences comme la sociologie, la psychologie, la psychiatrie, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle l'idéologie de classe. Il y a l'idéologie de la caste béquée. Nous avons le droit de couper des nègres quand ils s'enfuient de notre plantation. Nous avons le droit de les obliger à mettre des pesticides à main nue et qu'ils meurent. Et puis après, on va à la télé pour dire « j'ai mis du chlordécone, je ne suis pas mort ». Criminel, scélérat. Eh bien, mais je suis un béquet. Pas en tant que race. Je suis dans ma conception de caste supérieure, suprémaciste. Donc il y a cette idéologie de classe et de caste béquet. Il y a l'idéologie petite bourgeoise. Ça veut dire que depuis la colonisation, les classes dominantes et le pouvoir colonial ont joué sur la division et ont sélectionné des petites couches faisant partie du peuple dominé pour leur donner des avantages, des sucres d'orge et leur faire comprendre qu'en s'élevant vers le modèle occidental, ben, ils étaient sauvés et ils reproduisaient la suprématie, l'arrogance sur le reste du peuple. Rappelez-vous comment on traitait les nègres des mondes, le belais, le créole. Comme j'ai dit tout à l'heure, les idées changent. Il y a de nouvelles idées qui sont venues et qui ont bousculé l'affaire pour pousser cette classe intermédiaire à hésiter et puis à certains à rejoindre les couches populaires qui luttent pour l'émancipation. Mais c'est ce qu'on appelle l'idéologie de classe. Et c'est pour ça que vous allez trouver des gens qui se disent indépendantistes, mais par leur idéologie de classe, donc ils ont la crasse idéologique, vont reproduire les schémas bourgeois dans la lutte qu'ils vont mener. C'est eux les intellectuels qui ont raison, c'est eux qui doivent décider de ce qui est bien, etc. C'est aussi pour cela que vous allez trouver des gens qui se vendent consciemment parce qu'ils assument leur idéologie de classe en disant « moi les fais un coup de main, moi les fais un coup de député, puis les moi là, mon caraché coupé, ça fait moins belle ». Mais ce ne sont pas tous les élus qui réagissent comme ça. J'insiste sur cette histoire d'idéologie de classe pour dire que j'ai parlé de civilisation et de culture qui concerne tout le monde. J'ai parlé d'idéologie de classe parce qu'il y a une classe dominante qui impose son idéologie à tous les autres et que ceux d'en bas
sont capables de défendre des idées contraires et sont capables de travailler dans le sens dicté par la classe dominante et de délaisser les chemins qui correspondent aux intérêts de leur classe. C'est pour ça que quand je vais accuser un peuple de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, je dois m'interdire, si je ne suis pas moi-même profondément aliéné, de dire que peuple a couillon, peuple a divisé, peuple a ceci, nègre c'est ceci, nègre c'est cela. C'est moi qui ai le problème. Parce que je ne comprends pas que l'idée dominante, c'est le résultat d'un formatage, d'un endoctrinement, qui s'est fait parfois dans la violence. Je parle des religions, etc. Je parle des langues, de l'usage des langues, etc. De l'attitude sur l'Afrique. Est-ce que vous croyez, chers auditeurs, auditrices, qu'après les siècles pendant lesquels le pouvoir colonial français a dit aux Martiniquais, les Africains sont des cannibales, c'est moi qui leur ai donné la civilisation. C'est moi qui permets aujourd'hui qu'ils mangent parce qu'ils meurent de faim dans la rue, les bébés ont des mouches, c'est moi qui leur donne du lait, qui les soigne. Les Africains ont vendu leurs frères, les Noirs ont vendu leurs frères. Et puis qui ici, dans notre colonie, privilégient un certain nombre d'élites martiniquaises, qu'ils vont nommer comme gouverneurs en Afrique partout, pour leur servir de relais, des gens qui méprisent leur peuple, qui disent, ah, ou nous conseille cela, qu'on mêle, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que ce n'est pas volontairement ou méchamment qu'un peuple réagit en se fondant sur le fameux syndrome de Lynch? C'est un problème de désinformation, c'est un problème de déstructuration culturelle. Si on n'a pas compris ça, comment on pourra faire un travail politique pour faire les gens modifier? Au départ, on les criminalise, parfois plus que le pouvoir colonial, et on les regarde de haut. Non. Donc, culture, civilisation, idéologie de classe, idéologie coloniale, et puis, c'est pas tout. Il y a le parcours individuel. Chacun d'entre nous a un parcours. On est dans une famille. Est-ce que cette famille-là a des valeurs intéressantes de solidarité ou bien non? On nous envoie à l'école. Est-ce que nous avons les possibilités de travailler, de réussir, d'avoir l'instruction? Oui ou non? Non. Parce que l'élite envoie ses enfants dans des écoles. Ils sont formatés dans ces écoles. Mais ils sont formatés pour réussir, pour avoir un diplôme. Alors c'est vrai qu'il y a des gens par courage, par abnégation, par leur travail personnel, arrivent à sortir du lot. Mais là, je parle globalement. Le parcours individuel des gens, c'est les difficultés financières, c'est le chômage, c'est l'impossibilité de se soigner. On parle souvent de soins physiques, mais mentalement. Maintenant, on commence à parler d'autisme. Les gens commencent à voir que la place de la psychologie individuelle, les maladies méconnues, etc. Mais dans l'essentiel de la société, les individus qui ont des parcours chaotiques, des familles désunies, des délinquants, etc. Quand cette personne-là agit, est-ce que nous avons le droit de dire, monsieur Saint-Salope, on scélérat, il mérite couper tête li, ou bien est-ce que nous allons dire, bon, nous avons le droit de nous protéger. Nous avons le droit de demander que soient réprimés les escrocs, etc. Mais nous avons le devoir préalable de travailler pour que dans notre pays, les conditions qui fournissent ce genre de dérive-là soient anéanties, annihilées. Donc, le regard que j'ai sur l'autre ne sera pas un jugement moral pour dire ça, c'est jeune là, la ria, station, ça mérite couper tête, etc., etc. Non, c'est de dire ce problème social-là est général. Et comment faire en sorte que nous puissions le surmonter? Y a-t-il des possibilités? On va traiter de cela dans la deuxième partie dimanche prochain. Ma réponse est déjà évidemment bien que oui.
Mais c'est l'idée. Alors, il y a un bonhomme qui est connu pour être réactionnaire. Bon, c'était son époque. Et Montaigne, et qui a écrit plein de bêtises. Mais il avait touché du doigt une réalité en disant que tout homme porte en lui, ou en soi, la forme entière de l'humaine condition. Ça veut dire que blanc qui est en Europe, chinois qui est en Chine, africain qui est en Afrique du Sud, tous ces mondes sans exception, il y a même ressort de conditions humaines là, qui, conditionnés par civilisation, culture, position de classe, instruction, parcours individuel, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on n'a pas mis cette base-là, aucune action politique, aucune action de transformation révolutionnaire n'est possible. Et je veux donner des exemples pour montrer comment l'homme peut évoluer. Je prends 3 exemples très significatifs. La Commune de Paris, vous savez ce que c'est en 1870, les communards se sont révoltés contre le capitalisme, etc. Ils ont créé une commune où les femmes et les hommes avaient les mêmes droits, où les prolétaires disaient sur des positions très avancées du point de vue socialiste. Je pense à Louise Michel, etc. Mais c'est en Europe, c'est des Blancs. Mais ils s'étaient arrachés de la société capitaliste bourgeoise pour avoir des idées avancées. Ils ont fait une révolution. La réaction a été impitoyable. Ils ont massacré, ils ont tué, etc. Et ils ont pris les communards pour les envoyer au bagne en Nouvelle-Calédonie. Qui sont les Caldoches? Et que font les Caldoches? Les Caldoches, ce sont les descendants des communards, mes amis. C'est eux qui traitent les Kanaks comme ils le traitent. Et les premiers communards, dont Louis Michel, ont aidé les Kanaks, ont pactisé avec les Kanaks, ont lutté pour les droits des Kanaks. Mais le système colonial, la bourgeoisie, a réglé ça, a favorisé les Caldoches. Et puis les Caldoches sont devenus ce qu'ils sont. En tant que groupe humain, vous avez vu le parcours? Prenons les Juifs. On parle de l'Holocauste, 6 millions de morts, etc. Four crématoire. L'horreur, soit dit en passant, commise par des civilisés européens. Les Juifs. Aujourd'hui, on leur a donné Israël en volant la terre des Palestiniens. Les Juifs les plus réactionnaires ont pris le contrôle, ont harmonisé l'exploitation capitaliste avec les États-Unis notamment, où il y en avait beaucoup d'exilés avec ceux qui restent en Europe. Et l'État d'Israël est un État scélérat criminel qui massacre des enfants, des Juifs. En tant que communauté, vous voyez le parcours. Mais ceci dit, quand on parle de communauté, il faut savoir qu'à tout moment, dans les 2 cas, il y a des gens qui n'ont pas suivi ce parcours-là. Je prends un plus récent et très significatif, notamment pour faire réfléchir sur les thèses racialistes qu'on veut développer aujourd'hui. La lutte en Tanzanie, l'Afrique du Sud, contre l'apartheid. Vous savez ce que c'est que l'apartheid en Afrique du Sud? Vous connaissez la lutte glorieuse de ces gens-là qui sont arrivés à renverser le régime de l'apartheid. Aujourd'hui, des Noirs sud-africains attaquent à coups de machette, incendient leurs boutiques, des Zimbabwéens qui viennent se réfugier dans leur pays. Yoneg. Vous avez vu que j'ai pris des espaces très différents. C'est pour bien confirmer que l'être humain doit être pris en tant qu'être humain et non pas en tant que catégorie politique créée par des Occidentaux. Alors, quand on a parlé notamment de l'Afrique du Sud, il faut dire que en Afrique du Sud, il y avait des Blancs qui se sont fait réprimer parce qu'ils soutenaient la lutte contre l'apartheid.
Et donc, de cela, nous voulons dire que nous allons tirer comme conclusion, mais quand on va analyser une situation, on va dire, est-ce que c'est sur des bases, une grille inventée par le colon? Les nègres sont ceci, les blancs sont cela, les mulattes sont cela. Grille inventée pour justifier la colonisation et toute son humanité. Aujourd'hui, on va retrouver ça, on va dire, tous les blancs sont des scélérats, tous les blancs sont des couillons, et puis tous les nègres sont gentils. Et ceux qui ne sont pas gentils, c'est qui ne connaissent pas la vraie civilisation nègre. Ça, c'est un autre thème d'émission que je vais faire, mais là, je n'irai pas plus loin, pour dire qu'il nous faut sortir de ces schémas, et je vais arrêter sur ça. Comme conclusion, ce sera l'introduction de la deuxième partie de dimanche prochain. Les seuls moyens de changer la société, de résoudre durablement tous les problèmes que nous avons au quotidien, que ce soit impôts, que ce soit immigration, que tous les problèmes que nous vivons au quotidien et les problèmes structurels que nous connaissons, c'est de mener une révolution, c'est-à-dire une transformation globale de la société. Changer ses bases de fonctionnement, sa structuration. Mais oui, mais ce ne sera pas possible si nous avons les idées que j'ai énoncées au début. On ne connaît pas les bases, le ressort de fonctionnement humain. Ça ne sera possible que si nous mettons au centre de toutes nos actions l'éducation, la formation et la lutte idéologique. Ce sont les moteurs indispensables à toute transformation sociale et à toute révolution. Nous continuerons ce thème dimanche prochain. Merci de votre attention. Jingle, s'il vous plaît. Bon. Ça arrive. Ne vous inquiétez pas. Bon, allez. Oui, on a un petit problème de jonction entre la musique et l'enregistrement vidéo. Petit à petit, on va régler ces problèmes techniques-là. Mais est-ce qu'on est arrivé à régler pour aujourd'hui? Non, bon, on se contente de dire à tous. Ah ben oui. Ah là 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 là. Bon, bref. Les aléas du direct.